Si le mot artiste a un sens, il a été inventé pour elle. C'est une immense artiste, meneuse de revue, chanteuse, comédienne, la femme de cœur des Français. Lynn Renaud est avec nous. C'est un grand bonheur, Lynn Renaud, de saluer évidemment, je disais, cette femme de cœur, cette personnalité si attachante pour tous les Français qui vous aiment, mais aussi l'artiste que vous n'avez jamais cessé d'être, qui va fêter ses 50 années de carrière. 60, là. 60 années de carrière. J'aurais pas cru. L'année prochaine. Ah ben non, on est en 2005, ça y est, ça fait 60. Oui. 60. Et alors, quand vous regardez dans le rétroviseur... Attention, j'ai commencé très jeune. Oui, alors, vous comptez depuis... C'est-à-dire, vous avez commencé à chanter à quel âge? À 14 ans? J'ai commencé à 15 ans parce que, si vous voulez... J'étais engagée tout de suite après une audition à la radio de Lille, et c'était en 45. Et voilà comment j'ai commencé. C'était le pur hasard. J'auditionnais pour le conservatoire, sachant pas ce que ça représentait le conservatoire. Je ne savais pas, moi, que c'était des chants classiques. Je suis arrivée avec des chansons de Loulou Gasset qui était mon idole, mais que je ne connaissais pas. Et il se trouve que le directeur du conservatoire a dit à ma mère, vous savez, pour le conservatoire, ça colle pas, mais à Radio Lille, nous cherchons une chanteuse pour aller avec l'orchestre de jazz de Michel Varlop. Et voilà comment, à 15 ans, je suis entrée dans un orchestre. Ouais, on va reparler de toute cette vie, Lynn. Plusieurs vies dans une vie, c'est ça qui est extraordinaire. De ces souvenirs d'enfance. Parce qu'avant, la chanson, vous étiez la petite fille du Nord qui a rêvé, évidemment, de Loulou Gastet sans le connaître déjà, qui va être votre Pygmalion, mais qui rêvait aussi comme ça de paillettes, de bonheur, de chansons gaies, de chansons d'amour. Oui, c'est-à-dire que pas tout à fait au début de ma carrière, la mode, c'était de chanter des chansons réalistes, des chansons dramatiques. Et puis donc je chantais les chansons dramatiques de Loulou, celles qu'il avait écrites pour Battling Joe, par exemple, pour Yves Montand. Et quand j'ai rencontré Loulou, il m'a dit bon, blonde aux yeux bleus comme ça, très bleu, blanc, rouge, 15-16 ans, on chante pas des chansons comme ça, si graves. J'ai dit mais ce sont vos chansons. Il m'a dit mais non, il faut aller vers l'amour, la tendresse, la joie de vivre. Il y avait des fossettes au creux des joues, toute la joie, quoi. Et c'est vrai, j'ai une joie de vivre importante. Donc il fallait pas que je chante le malheur. Et alors, ça va donner ce bouquet de chansons que vous nous offrez, Lynn, Mademoiselle from Armentières et les autres. Avec Danny Boone, nous sommes les deux d'Armentières. Des cheveux tout fous, des yeux bleus très doux, son berceau dès sa naissance, une bonne fée. D'un coup de baguette avait changé sa destinée. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous? Mademoiselle from Armentières, parlez-vous? Elle n'avait pas encore parlé, qu'elle savait déjà chanter. Mademoiselle from Armentières. Femme fou de chante ça toute la journée. Femme fou d'aimer ça n'est pas varié. Qu'est-ce qu'il a, c'est pas possible, il ne connaît que ça. Femme fou dès le matin en se levant. Femme fou dès le soir en se couchant. Femme fou dès ce petit air obsédant. Me poursuit, ça devient vraiment fatigant. Femme foudée, je ne vois qu'une solution. Femme foudée, faut que j'aille voir ce garçon. Femme foudée pour lui dire, mais voyons, vous ne croyez pas que vous pourriez changer de chanson? Ma cabane au Canada, c'est le seul bonheur pour moi. La vie libre qui me plaît, la forêt. Ça, ce sont des chansons inoubliables, des bouquets de chansons, je disais comme des bouquets de fleurs, Lynn. Et quand vous voyez là ces arbres, vous voyez rire aux éclats. Hein, oui, parce que ça me rappelle, chaque chanson me rappelle un souvenir. Elles sont souvent là par hasard. Ouais. La Demoiselle d'Armentières, c'est parce que la première fois je chantais au théâtre de l'ABC à Paris, qui était comme l'Olympia maintenant. Et puis les Anglais, donc un directeur anglais m'avait engagé en Angleterre. Et l'attaché de presse avait certainement fait beaucoup de publicité sur
sur la ville d'où je venais, Armentières. Moi, je ne savais pas. C'était une chanson comme la Madelon qui datait des Tommy de la guerre 14. Et alors, donc, quand j'arrivais à Londres, on me disait d'Armentières, vous êtes la demoiselle d'Armentières. J'avais ça partout, d'Armentières. Alors, Loulou a fini par faire adapter cette chanson. Voilà. Ouais. Alors là, voilà, ce sont les grands succès, Lynn. Mais avant d'en arriver là, si on revient avant cette enfance, t'es marquée par la guerre. C'est-à-dire qu'il y a eu cette difficulté de vivre comme ça. La famille qui a payé durement, une arrière-grand-mère adorée, déjà, une famille modeste, une famille travailleuse, votre papa. Mon père était camionneur dans une usine de toile à la frontière belge. Nous habitions la frontière belge. Et ma maman était sténodactylo, mais elle avait appris ça toute seule, maman. Et puis le soir, pour apporter un peu plus d'argent à la maison, elle avait aussi appris seule la coiffure. Alors elle allait coiffer le quartier. Mais c'était, vous savez, on était une famille extrêmement modeste, mais pas du tout frustrée, pas du tout une joie de vivre. Il y avait de l'amour, il y avait, je sais pas comment vous expliquer, il y avait aucune jalousie. Et le papa jouait d'un instrument, d'ailleurs, il aimait la musique. Ouais, mon père, lui, pensait qu'il a rigolé. Mon père, son ambition, c'était de faire rire le quartier, voilà. Alors, il était trompettiste dans la fanfare du petit village, le Pont de Nieppe, où j'habitais. Et puis, alors, il défilait, là, avec sa trompette, la fanfare. Et moi, on m'avait inscrite à la gymnastique. Et donc, la fanfare défilait, la gymnastique derrière, avec la petite jupe plissée. Et c'était comme ça. Alors, comme j'étais très, 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 très maigre, on me mettait toujours en haut des pyramides humaines. Et j'avais le vertige, j'ai toujours eu le vertige très haut. C'était pas encore le casino de Paris, mais il n'y avait pas le grand escalier à descendre. Hein. Quand j'étais en haut de l'escalier, c'était épouvantable. Il fallait toujours que je regarde tout droit, descendre. Il ne faut pas regarder les marches, jamais, parce qu'alors là, vous avez vraiment le vertige. Puis quand j'attendais dans ma balancelle, mais c'est rien, ça. Alors, la vie, c'est un challenge. Alors bon, j'ai eu un challenge toute ma vie avec le vertige. Ouais, et cette enfance, parce que on savait ce que c'était finalement le courage. De votre arrière-grand-père gazé à Verdun, vous allez vous connaître la guerre de 40, c'est-à-dire des choses horribles à un certain moment qui vont se produire sous vos yeux. Mais les trois femmes, comme mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, pardon, était petite fille à la guerre de 1870. Ma mère était petite fille en 14, j'étais petite fille en 40. Donc, toutes les trois générations ont vu des choses horribles, comme tous les gens qui ont été occupés. Le Nord a toujours beaucoup souffert. Alors bon, je ne sais pas ce que ça a fait. Ma maman a vu a sorti de l'école d'un seul coup le malheur. La petite copine avec qui elle jouait, paf. Et moi, je me souviens de mon cousin. On avait passé le brevet élémentaire tous les deux. Et ça, c'était plutôt la fin de la guerre. Là, du coup, c'était les Anglais qui mitraillaient les Allemands, puisqu'on arrivait à la fin de la guerre. Et mon cousin avait gagné le brevet élémentaire, et moi, j'avais échoué. Alors, j'avais dit, Pierrot, on était à bicyclette, il devait passer devant chez moi, devant ma mère, tu vas venir m'expliquer. Alors, il vient expliquer, ma mère n'est pas trop méchante avec moi, et il reprend la route avec la joie au cœur pour aller annoncer ça à sa famille, 10 kilomètres plus loin. Et voilà que les Anglais mitraillent une ambulance allemande sur le pas de la porte de chez lui, tuée. Ouais. Et il y a des choses comme ça. Alors on se dit que, comme le destin. Ouais. Et vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire. Elle n'a pas été gratuite parce que son père était prisonnier des Allemands. Et il s'est échappé. Et il est revenu pendant la guerre, il s'est échappé. Et puis, à un certain moment, il a été pris vers le fils venait d'être tué, les Allemands ont pris quelques otages, dont le papa. Et il allait être fusillé. Et la maman, en larmes, est arrivée en disant « Vous n'allez pas m'emmener mon mari. Mon fils a été tué là par les Anglais. » Et là, il y avait un Fettwebel qui parlait très bien le français. Il avait eu le temps d'apprendre, 4 ans. Et là, il lui dit, après la guerre, Madame, vous direz que les Anglais
ont tué votre fils? Mais oui, mais oui. Alors, les Allemands ne vont pas tuer votre mari. Alors, je me suis toujours demandé si c'était pas Pierrot qui avait été sacrifié pour que son papa vive. Un extrait d'un film. Vous avez joué l'un des premiers. Justement, c'est une chanson qui donnait du cœur dans les moments difficiles, La Madelon. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour vous, n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Et là voilà, la joie de vivre quand même, par-dessus tout, qui a toujours triomphé, Lynn. Cette force, vous parliez comme ça de dire il faut lutter contre le destin, face finalement à ce qu'est la vie. Et Loulou, finalement, cette histoire d'amour qui va débuter avec lui, va vous porter. Oui, parce que c'était, comment expliquer, c'était un rêve impossible. C'était un rêve impossible. Loulou avait 21 ans de plus que moi. Et donc, ça veut dire que lorsque j'étais dans mon berceau, il faisait son service militaire. Alors là, déjà, il y a une grande impossibilité. En plus, j'étais, comme je viens de vous le dire, du Nord, d'une famille plus que modeste. Et lui, il était l'idole des jeunes, guitariste de jazz. Toute la jeunesse de France chantait ses chansons. Ami de Django Reinhardt. Ami de Django Reinhardt. Les collégiens de Réventura. Et toutes les chansons, comment dirais-je, à la Libération, on avait toutes les chansons américaines, plus les chansons de Loulou Gasset qui étaient toutes basées sur le rythme. Elle était swing, swing, swing. La jeunesse était folle de Loulou Gasset. Et moi en tête, comment le rencontrer ? Le destin. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé justement cette rencontre, Lynn? C'est-à-dire ce premier regard, vous avez dit, ça y est, c'est l'homme de ma vie. On va passer 45 ans ensemble, ce qui a été le cas. C'est tellement difficile. Enfin, je vais passer des étapes. Ouais. J'arrive, je dois faire une audition au Folies Belleville. C'est un tout petit music hall de quartier. C'est pour ça qu'on est superstitieux. Le 8 rue Belleville. Et le 8 septembre... Toujours le 8, hein? Toujours le 8. Le 8 septembre 45, 8 rue Belleville, et j'avais une loge numéro 8. Et donc, j'auditionnais, je passais ce qu'on appelle en levée de rideau, c'est-à-dire que le rideau se levait, c'était moi, et le public des Folies Belleville était très réputé. C'est vrai ce que je vais vous dire, ils venaient avec des sacs dans lesquels il y avait des tomates, des œufs, les artistes qui ne plaisaient pas, pouf, 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 c'était comme l'Alcazar à Marseille, et donc moi j'étais en levée de rideau avec 3 chansons de Loulou Gasset. Et dans le programme, il y avait une chanteuse dont j'avais tous les disques, parce qu'elle chantait du Loulou Gasset, elle s'appelait Josette Daidé. Elle vient me voir, elle me dit, vous chantez toutes les chansons de Loulou Gasset, vous le connaissez? Je dis non. Elle me dit, vous voulez le connaître? Je lui dis, c'est mon rêve. Alors elle me dit, alors je connais très bien Loulou, il viendra vous voir. Et Loulou Gasset est venu me voir le 10 septembre 45, 3 jours après. Et puis voilà. Ouais. Et puis voilà. Ne racontez pas la suite. Et puis alors, voilà. mais vous dites, parce que vous dites, moi j'avais des boutons d'acné, je me trouvais pas terrible, et lui, il vous a montré que vous étiez belle. Mais je l'ai jamais. C'est seulement maintenant, quand ils viennent de sortir ce long box. Voilà, qui est là. Hein, oui, on a été obligé d'aller dans des. Je suis pas passéiste du tout, donc mon collaborateur Hervé a retrouvé les photos de mon passé, et j'ai dit vraiment j'étais pas mal. Ouais. Je ne le savais pas, mais Loulou le savait. Oui, Loulou le savait. C'est-à-dire que il avait tellement d'expérience. Il était collégien dans l'école, dans l'orchestre de Réventura et ses collégiens. Il avait un instinct de la scène. Il a vu tout ça. Il a vu ça que je ne savais pas. Mais il savait, tout ça vient avec le travail. Il savait que c'était là, mais tout ça venait après avec le travail. Donc, derrière toute une carrière, le don, c'est de ne pas montrer le travail. Ouais. Mais en réalité,
il y a du boulot. Ouais. Parce que quand même, vous allez triompher en France. Il va y avoir le Tour de France qui va être la grande idée de Loulou Gasté, qui va vous faire le Tour de France comme ça. C'est la rencontre avec le peuple, être une artiste populaire. Mais c'était un génie, Loulou. Pas seulement de la composition, mais c'était un visionnaire. C'était un instinctif. Il était la fleur de peau, c'est tout. Et la cabane au Canada, donc en 49, était née. On n'entendait plus que moi à la radio. Même moi, ça finissait par m'agacer. J'étais sûre que dans la voiture, on n'entendait plus que moi. Et puis, mais personne connaissait mon visage. Personne. Et Loulou a eu une idée géniale. Il a dit, eh bien voilà, on va faire le Tour de France dans la caravane du Tour de France. Comment ça? Il est allé, il m'a dit, tu te mettras au balcon, je vais klaxonner, puis tu vas voir la voiture avec laquelle on va faire le Tour de France. Ok, klaxonne, je vais au balcon, je regarde un châssis de voiture. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de carrosserie. Je me mets à pleurer du balcon. J'ai dit, je vais faire le Tour de France là-dedans. Non. Et il a fait faire une carrosserie en rondin de bois, comme une cabane décapotable. Et pendant les 22 jours du Tour de France, eh bien, j'ai fait la France debout dans la voiture, comme De Gaulle. Et puis, c'était là toute cette masse, ces gens qui venaient, qui voulaient me toucher. Et c'est là où je me suis rendu compte, pour la première fois, de cette popularité qui fait chaud au cœur. On ne peut même pas imaginer. Je chantais. Après, il y avait le soir, la caravane, les deux voitures étaient reliées, celle de ma maison de disques, Pathé Marconi, et la camionnette de la maison d'édition de mon mari, Loulou Gasté. Et on avait fait un pont donc qui me servait de scène, mon pianiste sur un piano droit, Loulou à la guitare. Pas les sonorisations de maintenant, pas les lumières de maintenant, mais vous aviez d'un seul coup sur les places 30 000 personnes, 40 000 personnes. À Nancy, place Stanislas, je voyais les bébés, les gens à bout de bras me passaient le bébé qui arrivait à moi, je l'embrassais. Le bébé repartait comme il était venu. C'était incroyable. Oui. C'était je peux pas vous dire, je n'avais jamais imaginé tout ça. Oui. Jamais. Et alors, on va, en sautant dans le temps, Lynn, regardez, c'est le triomphe au Casino de Paris, mais avant, il y a eu Las Vegas, on va en parler bien sûr, les émissions en Grande-Bretagne, les émissions aux États-Unis, les duos mythiques, quelques instants comme ça à la revue Lynn. Lynn, quelle joie, nous sommes tous avec toi pour fêter ton retour. Et bien voilà, ça y est, je crois que le plus dur est fait. J'ai descendu l'escalier, mon cœur bat comme un fou d'être là devant vous, comme au premier rendez-vous. Les grandes retrouvailles avec le public. Ça, c'était... Paris-Lynn. Paris-Lynn, c'était la dernière revue. Ouais. Avant, il y avait eu Plaisir, en 59, qui a duré 4 ans. Après, il y a eu Las Vegas. Ensuite de Vegas, je suis revenue mener Désir, qui était de 67, 68, ou 66, 67. Et ça, c'était la dernière, c'est-à-dire de 76 à fin 79. Et là, j'ai décidé d'arrêter le musical. Tout avait commencé par des émissions populaires aux États-Unis, des grandes émissions. On a révélé Mademoiselle from Armentières, de dire la petite française comme ça, qui ensuite va faire des duos avec Dean Martin, qui va devenir une star partout dans le monde. Dean Martin, comment c'est venu? Oui, c'était en 54 ou 55. Je chantais au Moulin Rouge, à Paris. C'était pas une revue au Moulin Rouge, c'était un musical où passait Edith Piaf, Luce Mariano, enfin c'était un musical. Et un soir, encore un coup le hasard, vous voyez, Loulou a eu du mal pour ranger sa voiture, on était en retard. Et il est entré au moment où une douzaine d'Américains sortaient. Il a reconnu Bob Hope. Je ne sais pas, les jeunes, s'ils connaissent encore Bob Hope. Maintenant, c'était la star mondiale américaine.
Et Loulou dit, vous partez, ils n'avaient pas trouvé de place. Le hasard a fait qu'une table qui était retenue par l'ambassade du Venezuela pendant les 3-4 mois que j'étais au Moulin Rouge. Ce soir-là, quelquefois, il était archi-comble, quelquefois, il y avait 2-3 personnes. Et ce soir-là, elle était libre. Alors là, ils sont entrés, Bob Hope était là. Il est venu dans les coulisses, il m'a dit, l'Amérique, ça vous plairait? J'ai dit, it's my dream. Et voilà comment je suis partie. Puis là, je faisais les émissions de Bob Hope. Dean Martin m'a vu probablement dans une émission de Bob Hope, la Maison Capitol aussi. Ils m'ont appelé et c'est comme ça que j'ai enregistré Relaxez-vous avec Dean, puis d'autres, tous Sleepy People. Je faisais beaucoup d'émissions avec Dean Martin. Beaucoup d'émissions. Et puis alors, tu as tes rencontres là-bas à Las Vegas, vous avez croisé Frank Sinatra. Quand vous allez être à Paris, Elvis Presley va venir vous applaudir. C'est-à-dire qu'il y a... Oui, Elvis, c'était en 60, c'était donc ma première revue. C'est drôle parce qu'en 60, il s'est passé 2 choses. Je présentais pour la première fois Johnny Hallyday. À la télévision. J'étais donc sa marraine dans une émission qui s'appelle L'École des Vedettes. Il avait quel âge? Je lui dis, il a 16 ans. Il m'a dit, non, 17. Il était comment? Pour parler 2 secondes de Johnny, il était comment, Johnny? C'est magnifique, comment dire. On voyait, dès qu'il entrait, vous savez, le charisme. Avant d'ouvrir la bouche, il y a le charisme ou il n'y a pas le charisme. Il n'y a pas d'école pour ça. Et alors, donc, il entrait de graine de star tout de suite. Bon, moi je devais choisir entre 7 ou 8 personnes. Eux ne me voyaient pas, j'étais dans une cabine, moi je les voyais. Et bon, j'ai choisi d'être la marraine de Johnny. Donc c'était en 60. Et là, un soir, dans ma revue Plaisir, la première, une ouvreuse vient dire à mon mari, je crois qu'il y a Elvis Presley avec des soldats américains dans la salle. Loulou va voir. Et effectivement, il y avait 4 soldats américains, dont Elvis. Alors, il est venu après me voir dans les coulisses, et bien entendu, dans ma loge. Qu'est-ce qu'il voit dans ma loge? Il voit une guitare. Oh, une guitare, qui joue de la guitare? Loulou dit, c'est moi. Et Elvis dit, mais est-ce que je peux? Il prend la guitare, commence à jouer un peu. Le concert s'est terminé à 6h du matin. Elvis en bras de chemise avec ses 3 copains américains, le Golden Gate Quartet, Loulou, nous par terre, mon coiffeur, le concierge du casino. Pas un appareil photo à l'époque, pas de magnéto, rien. Le souvenir est là, dans le cœur, dans la tête et dans le cœur, parce que je n'ai plus de témoins de ça. Mon habilleuse est décédée, mon coiffeur est décédé. Je n'ai que... Elvis est décédé. Et il m'avait dit, je savais que j'allais à Vegas, j'avais déjà mon contrat, et il m'a dit, eh bien, à l'ouverture, je viendrai. J'ai dit parole en l'air, parole de militaire, parole de jeune homme de 20 ans, je ne sais pas quel âge il avait, Elvis. Eh bien, ma première, à Las Vegas, il était là. Puis on est restés amis. Lynn Renaud, je disais la femme de cœur des Français. Rappelez-vous, un extrait d'un journal télévisé sur France 2. Je voulais vous remercier tous et toutes d'être avec nous aujourd'hui. Quelques semaines auront suffi à Lynn Renaud pour mener à bien son projet. Une idée est partie de Hollywood, où Liz Taylor avait rassemblé, le temps d'une soirée, artistes et chercheurs américains. And I would just like to say that it is a great privilege to be here in Paris to do concert for so many people, but it is a greater privilege to donate this check to Lynn and a very good organization. Okay? Thank you, Madonna. So let's have the check. Here's the check. Bigger than life. Un grand check. Je voudrais remercier Madonna, parce que c'est vraiment chic, c'est vraiment sympa de sa part de faire un geste pareil. C'est très symbolique de son attachement à la lutte contre un fléau. Ça, c'était évidemment en 1985, Lynn. Les artistes contre le sida. Tout de suite, là, c'était un peu plus tard, mais en 85, ce que vous avez vu avec Elizabeth Taylor, c'était Elizabeth qui était venue d'Hollywood pour m'aider pour ce premier gala, et Audrey Hepburn était venue également, parce que vous savez, ça aussi, c'est venu sur... Je n'ai pas un jour dit je vais partir en guerre contre le sida. Il se trouve que j'étais sur place en 84 et que je voyais la panique en général, la discrimination, les enfants qui hémophiles rejetés des écoles. Enfin, c'était épouvantable. Et c'est simplement une réflexion. Et Elisabeth m'avait invité pour le premier gala des artistes américains pour aider les chercheurs.
Et puis après, bon, c'est venu en France où j'ai été interviewée après la mort de Rock Hudson, ici dans les actualités. J'ai dit les artistes français vont devoir faire la même chose sans penser vraiment à moi, car je repartais en Amérique. Bon, les artistes m'ont appelé, j'ai mis un gala en place, pensant mettre ça sur les rails et partir. Je partais travailler folle mandat en Amérique. Et puis voilà, je n'ai jamais cru que 20 ans après, on serait toujours de ce combat et que ce combat est loin d'être terminé. Ouais. Il y a eu un livre qui s'appelait « Loulou, envoie-moi un arc-en-ciel ». Parce qu'évidemment, Loulou n'est plus là. Il m'en envoie souvent. Et il vous envoie des signes, Lynn. Hein? Des arcs-en-ciel. Oui. C'est-à-dire que oui, il est toujours présent d'une certaine façon, ce que vous racontez dans ce beau livre. Oui, vous savez, je suis très cartésienne. Et c'est pas en l'air les signes comme ça. C'est parce que vraiment, je suis obligée d'y croire. Ça peut pas. Les choses qui arrivent ne peuvent pas être le hasard, seulement le hasard. Il y avait la une de Paris Match, celle-là, qui vous montre avec Claude Chirac. C'est aussi dans tous les combats, dans la vie, dans les amitiés. C'est aussi une autre famille, une deuxième famille. J'ai connu Claude, elle avait 15 ans. Et Monsieur Chirac, et Madame Chirac, il y a 35 ans maintenant, non. Et s'il était devenu pilote de ligne, j'aurais peut-être moins peur en avion. J'aurais un copain pilote de ligne. Mais bon, ben voilà, on ne savait pas non plus qu'il deviendrait président de la République. Ni d'abord maire de Paris. Et Loulou, lorsqu'il est venu le voir et que Loulou était très malade, vous le racontez, c'était émouvant pour lui aussi, pour Loulou Gasté. Oui. Cette amitié qui l'a aidé aussi. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la même chose avec ma maman d'ailleurs. Vous savez, ce sont des gens qui, quand on a tous un chemin, n'est pas fait que de. Il y a des traversées du désert, même si on ne les voit pas. Avec la longévité de la carrière, on ne voit pas les traversées du désert. Mais il y a eu des traversées du désert. Mais ça fait partie de notre profession, ça fait partie de. Tout le monde a des traversées du désert. Mais ça, c'est là où c'est formidable. C'est là où vous faites le tri de vos amis quand même. Il y en a un paquet qui disparaissent, vous n'entendez plus parler, et quand tout va bien, reviennent. Mais là, j'en trouve moins facilement ma porte. Si je vous dis juste ces mots, Lynn, nous deux, l'un contre l'autre, nous deux sans s'occuper des autres. On s'est fait pour nous deux un monde merveilleux. Ça, c'était une des premières chansons que Loulou m'a écrites. Ouais. C'est une des chansons que vous lui avez chantées jusqu'au bout. Lynn Renaud, la femme de cœur que vous êtes, nous touche beaucoup. Et l'artiste nous émeut, nous donne du bonheur. Là, ce long box, c'est un événement. Vous le disiez, il y a des chansons qu'on avait peut-être oubliées, qu'on retrouve comme ça, des inédits. Je ne sais pas si on peut entendre l'occasion de votre retour au studio pour une chanson qui s'appelle Django. On va l'entendre peut-être en fond, si c'est possible, parce que ça faisait combien d'années que vous n'étiez plus retourné au studio? 23 ans que j'avais plus chanté, parce que j'ai décidé, c'était une décision personnelle. Mon mari n'était pas d'accord avec moi, parce que la revue était en plein boom. On me redemandait de partir à Vegas. Ici, à Paris, le Casino voulait que je remonte une autre revue. Je voulais arrêter le music-hall parce que je pensais que j'avais encore d'autres cartes à jouer. Je ne savais peut-être pas lesquelles, mais je le ressentais profondément. Et puis finalement, donc, j'ai arrêté de chanter. Et pour me faire admettre comme comédienne, nous sommes dans un pays, nous ne sommes pas chez les anglo-saxons. Les anglo-saxons, vous pouvez tout faire, bon, très bien. Ici, vous chantez, vous dansez, vous dansez. Ça a un peu évolué maintenant, mais à mon époque, on ne pouvait pas mélanger. Alors j'ai dit, j'arrête le musical pour me faire admettre un jour, d'abord par mes pairs, ensuite par le public, comme comédienne. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter le musical et de chanter. Et là, pour ce long box, eh bien, je suis retournée en studio. Il y avait 23 ans que je n'avais pas chanté. Et puis voilà, c'était une chanson de Loulou. Il fallait un bonus pour ce long box. C'est une chanson inédite que Loulou avait écrite 3 ans avant de mourir. Il est mort il y a 10 ans. Et c'est un hommage à Django Reinhardt. Écoutez-les quelques instants pour le plaisir. Cette musique
que j'adore. Django était un grand ami. Lynn Renaud, quand on dit que vous êtes avec nous, c'était aussi l'occasion, ce plaisir de vous avoir, de souhaiter la bonne année dans le monde entier. Ou ces vœux, les vœux que vous pouvez adresser dans des moments difficiles, parce que... Présenter des vœux, actuellement, c'est tellement difficile. Avec tout ce qui se passe, comment le bonheur, comment vous souhaitez le bonheur dans le monde, quand une grande partie du monde est dans le malheur. Alors bon, je pense que le silence, pour moi, le silence est plus digne devant tant d'horreur et tant de souffrance. Mais il y a une chose qui est merveilleuse dans tout ça, c'est de voir cette solidarité mondiale, spontanée. C'est d'un seul coup réconfortant de voir ça, que tous les gens, avec leurs gestes de générosité, avec leurs dons, ont essayé d'aider les gens brisés par la vie, d'aider un peu moins de détresse, mais c'est dramatique. Et pourtant, il faut souhaiter quoi? Il faut souhaiter le bonheur. Le bonheur, et puis, je pense, l'amour. Il n'y a rien sans amour, l'amitié, la tendresse, l'affection, avoir la chance de voir un enfant grandir, un enfant ait la chance de grandir. Alors voilà, puis peut-être une chose beaucoup plus toute simple, la santé. Parce qu'avec la santé, on peut essayer de tout faire. Voilà, avec la santé, on peut peut-être aller loin. Le bonheur, Lynn, ça a été toujours les autres qui vous l'ont donné, toujours. J'ai beaucoup reçu. J'ai beaucoup reçu d'amour. Et tout ce qu'on a dans l'enfance vous porte pour le reste de la vie. Même si c'est dans des milieux modestes, tout ça, l'amour c'est gigantesque. L'amour, c'est riche. Des prostituées, même, à tout début, qui vous ont aidé. Les prostituées, quand j'avais 16 ans, elles m'ont protégée. Ouais. C'est vrai, je ne sais pas comment ça se fait, il y a de l'amour, mais j'en donne aussi. Ouais. Merci infiniment, Lynn Renaud. Et un arc-en-ciel est peut-être passé. Peut-être, on va aller voir dehors. Merci. Un joli sourire de France, des fossettes aux joues, des cheveux tout fous, des yeux bleus très doux. Sur son berceau dès sa naissance, une bonne fée, d'un coup de baguette avait changé sa destinée. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous? Mademoiselle from Armentières, parlez-vous? Elle n'avait pas encore parlé, qu'elle savait déjà chanter. Mademoiselle from Armentières. Femme foude chante ça toute la journée. Femme foude mais ça n'est pas varié. Qu'est-ce qu'il a, c'est pas possible, il ne connaît que ça. Femme foude le matin en se levant. Femme foude le soir en se